Bonjour à tous, merci de nous suivre. Je vais vous le présenter, mais je suppose que bon nombre d'entre vous le connaissent déjà. Donc mon papa, Léon Landini, qui est ancien officier FTP-MOI, c'est-à-dire franc-tireur et partisan de la main-d'œuvre immigrée. Il est aussi officier de la Légion d'honneur. Il est médaillé de la Résistance, interné de la Résistance au Fort Montluc, où il fut épouvantablement torturé par le bourreau de Lyon, Klaus Barbie, et ses sbires, donc d'où son titre de grand mutilé de guerre. Il a été décoré, ce qui n'est pas commun, par l'Union soviétique pour fait de résistance, et il est président de l'amicale des anciens FTP-MOI, des bataillons Carmagnole et Liberté de Lyon et Grenoble. Il n'a pas connu à titre personnel, évidemment, Missac, qui était avec ses camarades dans la région parisienne, puisqu'il combattait sur Lyon, mais voilà, il a mené le même type de combat, armes à la main. Donc, as-tu été invité, papa, à cette panthéonisation qui aura lieu le 21 février de Missac et de ses camarades? Non, j'ai pas été invité, j'ai fait plusieurs demandes pour être invité, c'est-à-dire que la première découverte qu'il y avait une manifestation pour la panthéonisation de Missac, ça a apparu dans la presse du côté de où j'étais en Creuse là-bas, et j'étais surpris, et j'avais fait une lettre assez carabinée à Vauquier, qui s'est excusé humblement en me disant que j'étais un des grands libérateurs. Enfin, il m'avait passé de la pommade, et on m'a toujours dit, méfie-toi quand on te passe de la pommade. Mais j'ai appris donc cela, je me suis renseigné pour savoir où ça en était. J'ai découvert que à Lyon, à Paris, ils avaient déjà formé un comité de soutien composé quasi exclusivement d'Arméniens. Non pas que je sois contre les Arméniens, mais quand on dit de Manouchian résistants arméniens, écoutez, excusez-moi, nous étions tous des résistants français. Les FTP-MOI en particulier, composés à l'écrasante majorité par des étrangers de diverses origines, eh bien, nous étions tous décidés à combattre jusqu'à la fin au nom de la résistance française et pour chasser l'occupant et pour établir dans notre pays et dans les pays autour, dans la mesure du possible, des pays de bien-être où il ferait bon vivre. Donc, peux-tu me dire exactement si tu as reçu une invitation pour ce 21 février de la part du ministère, de la part de l'Élysée? Eh bien, comme j'avais découvert par la presse qu'il y avait cette manifestation, j'ai écrit directement au président de la République pour présenter ma candidature, étant donné que je suis un des rares et peut-être même le seul survivant des FTP-MOI, que je puisse participer à cette cérémonie. La première fois, il m'a fait répondre par son chef de cabinet sans me répondre à mes questions. La deuxième fois, il m'a fait répondre encore à côté de la question en disant le seul et unique drapeau des FTP-MOI en France, c'est nous autres qui le détenons à Carmagnole. Il n'y en a pas deux, donc je demandais à ce que notre drapeau puisse être présent. Et ils m'ont fait répondre par une association, par un comité justement, dans lequel il me dit que pour être présent, il fallait ci, il fallait ça. Enfin, en définitive, il m'avait fait comprendre dès le début qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Alors j'étais humilié, après avoir fait plusieurs lettres et jamais répondu. Eh bien, j'ai pensé qu'il ne me voulait pas. Mais la raison, d'ailleurs, dans un courrier que j'ai envoyé, à la dernière ligne, j'ai marqué mes camarades qui avaient été fusillés et au moment d'être fusillés, avaient encore le courage d'affronter leur bourreau en leur criant « Vive la France, vive la liberté, vive le Parti communiste ». Et dans ma dernière lettre, je disais, très vraisemblablement, c'est cela qui a dérangé et qu'on m'a refusé pour être présent à cette cérémonie. Mais je veux revenir plus en arrière. Les FTP-MOI que Charles Tillon avait déclaré, Charles Tillon qui était le commandant en chef de tous les francs-tireurs et partisans français de tous les FTP-MOI, a déclaré Carmagnole Liberté un des plus beaux fleurons, si ce n'est le plus beau fleuron de la résistance armée française.
eh bien, on nous a écartés comme des malpropres et on ne nous a pas voulu à cette cérémonie. Et je répète, la dernière raison, je viens de la dire il y a quelques instants, lorsque j'ai signé ma lettre ouverte, dans la dernière lettre et les dernières phrases, j'ai rappelé que mes camarades étaient morts en criant vive le Parti communiste et que c'était précisément une des grandes raisons qu'on ne voulait pas mettre en évidence la participation des résistants communistes. Et comme je l'ai dit plus tôt, depuis le début, on continue à faire une campagne. Ils étaient résistants arméniens et non pas résistants français. Comment pouvait-il être résistant arménien en combattant dans les rangs d'unités qui combattaient en France, qui s'appelaient les unités de la résistance française? Donc, tout a été fait pour nous écarter et pour plus que nous puissions apparaître comme ceux que nous étions, les véritables héros de la résistance française. Parce que les combats qui ont été menés par les FTP-MOI à travers toute la France, je crois qu'ils sont uniques. Lorsque il m'est arrivé de discuter avec d'autres résistants, et vous le ferez, vous faites l'essai, vous le verrez les uns ou les autres, que ce que je dis n'est pas inventé. Lorsque vous avez affaire à des résistants, vous leur posez la question, mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, un peu de tout, mais surtout du renseignement. Alors, je dis souvent en plaisantant, si tous ceux qui ont fait du renseignement en avaient vraiment fait, nous saurions combien de fois les Allemands qui ont occupé la France sont allés au cabinet. C'est joli. En fait, t'as pas été invité parce que t'es un communiste vivant. Et je vais répéter ce que disaient les nazis et leurs valets collabo-vichistes d'extrême droite et de droite, pour ne pas généraliser. Ben, un bon communiste est un communiste mort. Donc, ceux d'aujourd'hui n'ont pas changé d'opinion d'ailleurs. Donc, si t'étais mort, peut-être qu'ils t'auraient invité. Mais là, t'es un coco vivant et ça, c'est pas possible pour eux. Voilà. Mais je parlais de la résistance des FTP-MOI. Je ne les ai pas menés. Mais j'ai des photos de certains camarades qui ont été massacrés. Il y en a un en particulier qui inspire le respect. Ils ont attaqué une usine. En revenant le matin de l'usine où ils avaient passé la nuit, mes camarades de Grenoble, en rentrant sur Lyon, ils ont été en cours de route arrêtés par des Allemands. Ils ont essayé de se défendre, mais les Allemands étaient plus nombreux et mieux armés. Et mes camarades, celui qui commandait, a dit à ses camarades de fuyer et moi je vous protège. Et effectivement, il s'est mis derrière un arbre et chaque fois que les Allemands se sont précipités pour attraper ses camarades qui se sauvaient dans la forêt, il les abattait. Mais il a été touché par plusieurs balles, il s'est écroulé et lorsqu'il s'est écroulé, les Allemands se sont précipités soit pour venir l'arrêter, soit pour l'achever. Et lui, il s'est fait exploser une grenade sur la poitrine. J'ai d'ailleurs une photo qui a été prise par la police, qui représente ce camarade avec toute une déchirure sur la poitrine. Mais il y en a eu d'autres. Simon Fried, mon camarade, mon ami Simon Fried à Lyon. Il avait 21 ans. 21 ans et jeune marié. Je crois que ça a son importance. Il a été blessé et il a été fait prisonnier. Et quand il a été fait prisonnier, ils sont passés en tribunal, devant un tribunal français. Le tribunal français les a accusés de crimes comme tous les résistants, et communistes particulièrement. Et lui, en particulier, ils l'ont condamné à être guillotiné. Et au moment où on l'emmenait à la guillotine, il s'est débattu, il leur a dit « Lâchez-moi et je vais vous faire voir comment c'est mourir un jeune communiste ». Mais je peux vous citer aussi plusieurs camarades. Janine Sontag, qui a été blessée nous étions ensemble, lors d'un garage qui servait pour les Allemands, où il y avait plein de véhicules allemands dans le garage. Janine a été arrêtée, blessée, elle n'a pas pu se sauver. Elle a été arrêtée, elle a été martyrisée. Elle n'a pas parlé. On lui a incisé les seins avec un rasoir. Elle n'a pas parlé. On lui a ébouillanté les jambes. Elle n'a pas parlé. Et elle a été emmenée du Fort Montluc, où nous étions, j'étais interné au Fort Montluc en même temps qu'elle. On l'a emmenée avec 120 autres personnes à Saint-Genis-Laval. Ils les ont mitraillés
avec les mitraillettes, et ensuite, à la grenade, ils ont tout fait brûler. Il a été estimé, en triant dans les eaux, qu'il y avait eu environ 120 personnes de martyrisées. Eh bien, cette unité-là, on avait complètement, d'abord, on l'a écrasé tant et plus, parce que si vous vous adressez même à des historiens, et vous leur demandez des explications sur quels ont été les combats des FTP-MOI, ils ne le sauront pas, parce que tout a été fait pour étouffer ces combats. Et si j'évoque ces choses-là, qui sortent peut-être un petit peu du cadre, mais qui ne sortent pas du tout du cadre, parce que lorsqu'on vous raconte ça, bien, la première chose qui vient à mémoire, c'est de dire, mais quelle méthode a-t-il été fait et a été prise pour pouvoir honorer ces jeunes gens qui, à 20 ans, 21 ans, 19 ans, 18 ans, se sont fait fusiller dans ces conditions et qui, au lieu d'implorer ceux qui les tuaient, il les narguait jusqu'à la dernière minute. Et que cela, eh bien, ils n'étaient pas invités, ils ne sont pas invités à la cérémonie pour Manouchian, qui était un de leurs frères de combat. Si, t'as juste pas dit que c'était Antoine Greenstein qui s'était... Hein? T'as juste pas dit qu'il s'appelait Antoine Greenstein. Oui, Antoine Greenstein, voilà, c'est bon. qui était... Et quand, dans le village où il était attaqué par les Allemands, la population l'a su, eh bien, le maire du village, pendant l'occupation, je dis bien, pendant l'occupation, ils ont appris que son nom de guerre était Antoine. Et la rue, je crois qu'elle porte toujours le nom d'Antoine. Donc, il a été honoré par la commune dans laquelle il avait été massacré. Alors, j'insiste, rien n'a été fait. Là, ils ont été obligés, pour atténuer l'importance de Manouchian et de ce qu'il représentait, ils avaient pensé que, en mettant son épouse à côté de lui, ça allait peut-être atténuer. Mais la première lettre que j'ai faite en disant qu'au-delà de Manouchian, ben c'était tous les FTP-MOI qui étaient portés à l'honneur. Parce que rien n'avait été fait depuis 80 ans pour que l'on sache. Au contraire, tout a été fait pour que les combats et l'héroïsme manifestés par les FTP-MOI étaient cachés. Un ostracisme épouvantable a été opposé à tout ce que nous pouvions faire. Nous avons organisé des manifestations avec des expositions. Le gouvernement ne s'est jamais fait représenter. Lorsqu'on a eu des représentants, mais alors il y a eu des colonels de différents pays alliés qui sont venus assister, il y a eu des personnalités, mais officiellement des représentants de l'État et du gouvernement, que ce soit avec les socialistes ou que ce soit avec les anticommunistes, qu'ils étaient tous d'ailleurs, rien n'a été fait pour mettre en évidence la participation et les souffrances qu'ont subi mes camarades. Ben, moi, personnellement, je suis vivant et je suis un des, peut-être même, je dirais, le rare rescapé encore, mais lorsqu'on m'a interrogé, j'ai enfoncement de la boîte crânienne, j'ai les vertèbres abîmées, j'ai eu le nez complètement écrasé, les testicules écrasés, mais j'ai pas répondu un seul mot. Mon père et mon frère, qui avaient été arrêtés avant moi, ils ont subi des tortures épouvantables. Mon frère est resté 6 heures dans le coma quand ils sont arrêtés de le frapper. Mais rien n'avait été fait. Si, à Saint-Raphaël, il y a une rue qui porte son nom, parce que c'est moi qui avais fait toutes les démarches pour que une rue porte le nom de mon frère. Lui aussi faisait partie des FTP-MOI. À Saint-Raphaël, ils ont mis plusieurs plaques parce que c'est là que les troupes qui avaient débarqué pour la libération de la France le 6 juin 1944 ont débarqué à Saint-Raphaël précisément. Et rien n'avait vraiment été fait. Et là, il y a un monsieur qui s'est occupé avec l'aide de la municipalité de droite. Oui. Alors, ils ont mis une plaque à Saint-Raphaël, en plein cœur de pas Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, À Antéor, mais ça c'est pour les troupes alliées qui ont débarqué. Et une à Antéor, mais pour les troupes alliées qui ont débarqué. À Saint-Raphaël, il y a une plaque qui porte mon nom. Et il y en a une, Roger aussi, il y a sur la plaque. C'est une plaque qui est dans Saint-Raphaël, vraiment au bord de mer, là, juste sur la place Le Doyen. Et il y a
une photo de Roger, et il y a marqué Léon et Roger Landini, donc les résistants qui ont résisté, enfin la résistance intérieure sur la région. Et donc ils vous ont mis tous les deux, et cette plaque a été inaugurée l'été dernier pour le 14 août, et nous y sommes allés avec les camarades, ça c'est visible sur le site du PRCF, il y a des vidéos, où nous y sommes allés avec les camarades pour apporter une gerbe, etc. J'ai une question à te poser, parce qu'il y a eu d'autres étrangers qui se sont battus en France. Certains se battaient en pensant à la libération de leur pays, c'est-à-dire en pensant à la libération de la Pologne, etc. Le propre des FDP-MOI, c'est de s'être battus pour la France. Vos bataillons s'appelaient Carmagnole, Liberté, le Champ du Départ, Marat, et celui de Toulouse s'est appelé à la guerre, enfin à la fin de la libération, le bataillon Valmy. Ce sont donc des noms en relation avec la Révolution française. Votre combat était donc bien pour libérer la France et pas juste pour libérer votre pays d'origine. Je crois qu'il y a eu très peu d'organisations qui se sont battues. Il me semble que la seule véritable organisation, à ma connaissance, la seule véritable organisation qui s'est battue pour leur pays, ce sont les Espagnols qui au départ ont été les premiers responsables de la MOI, n'est-ce pas? Et ensuite, ils ont voulu à un moment donné, tenant compte qu'il y avait eu la guerre en Espagne et qu'ils avaient encore les doigts qui leur démangeaient, ils ont combattu avec l'espoir de libérer la France, et immédiatement, c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait juste à la fin de la guerre. Ils sont partis, ils ont traversé la frontière, et il y a eu des quantités de ceux qui avaient combattu dans la résistance française qui se sont fait massacrer là-bas par Franco. Il y a eu des milliers et des milliers de gars qui ont été pris, qui ont été massacrés. Mais sinon, ceux qui se battaient vraiment, se battaient pour libérer le pays dans lequel ils étaient, qu'ils combattaient. D'ailleurs, on a toujours dit la résistance française. Il n'y a que maintenant qu'on cherche la résistance arménienne, précisément pour annuler, pour faire disparaître la résistance française. Donc je crois que c'est une chose simple, mais à faire comprendre que c'est uniquement en nous battant pour la liberté des endroits où on se trouve, parce que la liberté concernait tout le monde. On ne se battait pas que pour la liberté d'un pays, on se battait pour le monde entier. Quand on a appris, moi je me souviens avec mes camarades, on a appris que les Russes, ils avaient flié une sacrée volée à Stalingrad aux Allemands avec 300 000 prisonniers et leur état-major, on s'embrassait quand on se rencontrait dans la rue. Et presque dans tous les monuments aux morts, il y avait un petit drapeau tricolore qui était revenu. Ce qui signifiait que la libération n'impliquait pas, même si nous nous battions en France, n'impliquait pas que la France. Elle impliquait les autres pays. Mais nous étions, nous, les combattants qui combattaient en France pour la liberté de la France et pour l'écrasement du fascisme et pour le bien-être de tous les hommes et de toutes les femmes, bien entendu. Justement, aujourd'hui, qu'il y a une loi sur l'immigration, ça tombe bien quand même d'honorer un immigré comme ça au Panthéon, alors que d'un autre côté, on fait passer des lois qui sont absolument épouvantablement xénophobes. Oui, ça n'est pas tout à fait fini, bien entendu, mais il est certain que tout est fait pour faire disparaître les réussites, y compris à la libération. Pour nous, le monde avait changé. Je dirais que déjà avant Stalingrad, nous nous battions avec l'espoir de changer les choses. Après Stalingrad, nous nous battions avec la conviction que nous étions en train de participer à la libération du monde, à l'écrasement du fascisme, de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et je pense que c'est des choses qui sont encore totalement inconnues et que nos gouvernants, même en essayant à travers Manouchian, Macron qui avait dit ni à droite ni à gauche. Et il s'avère que la politique qu'il pratique est vraiment de plus en plus d'extrême droite. Mais pour nous faire avaler la tortue, eh bien, ils n'ont rien trouvé de mieux. Ils ont dit, ben, on va faire une petite comédie avec Manouchian, mais ils ne s'attendaient pas à de pareilles réactions qui les ont emmenés par la force des choses à donner quand même un grand éclat à cette cérémonie. Mais jusqu'à la fin,
Ils ont essayé par tous les moyens de ne pas mettre en évidence la participation des communistes et les FTP-MOI n'ont pas été mis, loin s'en faut, de la façon dont ils auraient mérité. Il faut dire qu'il a fallu 80 ans pour qu'on en vienne à mettre en évidence la participation des immigrés des FTP-MOI, et c'était exceptionnel. Et pendant 80 ans, pratiquement, moi je connais des tas de gens qui me disent, mais j'ai vu des directeurs d'école qui m'ont dit, mais la fiche rouge, c'est quoi la fiche rouge? Ce qui prouve, vous m'excuserez, mais que c'est véritablement caché le rôle de la fiche rouge que les Allemands avaient fait placarder à travers toute la France, des résistants, non des criminels. Voilà tel que nous étions traités. Et aujourd'hui encore, on retrouvera à maintes reprises, on met en équivalence Staline et Hitler. Attendez, mais je garde des rancunes très fortes. On a dernièrement une vingtaine ou 30 représentants de différents pays pour la libération d'Auschwitz. Eh bien, on en a parlé à la télévision. Est-ce que vous avez les uns ou les autres entendu dire qu'Auschwitz a été libéré par les soviétiques? Non, on ne le dit pas. Et tout est fait, même à travers Manouchian, de ne pas donner la parole. Soyez sans crainte que j'ai la parole ici, mais que dans les manifestations, eh ben, je ne serai pas, je serai écarté, et sans trop de ménagement, puisque j'ai écrit, je venais avec le drapeau de Carmagnole, on ne m'a pas répondu à cela. Et à aucun moment, on m'a laissé entendre que je pourrais faire partie des personnalités lors de ces cérémonies. Et je crois que c'est tous des points sur lesquels, si vous enregistrez les uns ou les autres, essayez de demander des explications. Et avec ce que vous avez entendu, de faire dire la vérité. Quelle est la vérité? Alors vous le savez, les FTPF c'était les Français, bien entendu, et les FTP-MOI c'était les immigrés. Ils ont refusé de partir au maquis. Mais le 6 juin, on a dit tout de même, si nous arrive quelque chose, on fera applaudir les autres. On va partir au maquis. Le 6 juin, on est parti au maquis. Le 7 juin, on est resté au maquis, on a fait des baraques avec des branches, parce que notre direction, on avait dit, n'allez pas dans les villages, n'allez pas dans les fermes, vous risquez de les faire fusiller. Faites-vous des baraques avec des branches. Et nous avons fait. Le 8 au matin, Monique, notre agent de liaison, elle est venue nous retrouver au maquis en nous disant à Lyon, tout est normal, il n'y a pas d'arrestation, les trams y marchent, les usines sont ouvertes, la lumière existe, il n'y a aucun problème. La réunion de notre commandant au maquis, ils ont dit 2 groupes de 8, vous allez tout de suite descendre en ville. Et je faisais partie, j'étais adjoint du commandant d'un groupe. On est descendu donc dans Lyon en ce moment-là. Et le 9, on était 6, 4 de protection plus loin et 2 d'attaque. Et à mes côtés, c'est moi qui devais abattre l'Allemand. À mes côtés, j'avais une copine qui s'appelait Simone, qui devait me servir de protection. Eh bien, vous savez, à 4, nous avons mis des bombes aux Allemands qui partaient à l'entraînement, des parachutistes qui partaient à l'entraînement. On les attaquait à la grenade, on a fait une 30aine de morts en plein jour, balancer des grenades sur un camion. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Faire sauter des gens, enfin bon. Mais le pire de tout, le plus inhumain pour celui qui fait l'opération, c'est de tuer un Allemand à bout portant. Au point que parfois il nous tournait le bras avec le revolver. Vous ne pouvez pas vous imaginer le stress épouvantable. Le matin, quand notre responsable régional nous disait cet après-midi, dans tel coin, parce que nous avions un coin déterminé, il fallait pas sortir du coin, parce qu'on ne sait pas ce qui se passait à côté, on pouvait tomber sur des camarades qui venaient de tuer un Allemand, et qu'il y avait des rafles, etc. Donc il fallait que nous restions à la même place. On tournait en rond. Alors quand on commençait à tourner, moi, c'était comme ça, mais les autres pareil, pourvu qu'on ne trouve pas de boche. Mais au bout de demi-heure, quand d'un seul coup on apercevait un Allemand et que c'était à toi de le tuer et que le copain te protégeait, eh bien, l'emballement du cœur, il devait être énorme.
On s'est jamais préoccupé si le cœur battait ou non. Mais c'est un stress épouvantable auquel on ne se remet pas parce que maintenant ça commence à s'atténuer. Mais pendant longtemps, je me suis réveillé la nuit, le revolver à la main. On pense, pas le revolver, je rêvais que j'étais en train de tuer un Allemand. Tuer un humain, on n'a pas été élevés comme ça. Surtout nous, les jeunes communistes. Nous avons été élevés pour la protection de l'homme, de la protection de la vie, le bien-être des gens, et non pas de les abattre. Seulement, si on les tuait pas, c'est eux qui tuaient, et ils se gênaient pas. Je répète, le 20 août 44, au Fort Montluc où je me trouvais, ils sont venus 3 jours avant, et ils ont pris une quinzaine de gars, soi-disant, c'était pour aller pour aller aider les gens qui avaient été bombardés par les Anglais. On nous a dit, vous allez pour les aider. Et on est descendu dans la cour, on a attendu 1h30, puis il n'y a pas de camion, et on est remonté. Et depuis, j'ai appris que d'autres sont descendus et qu'ils ont tous été massacrés. Donc moi, j'ai eu la chance, avec moi, que personne n'est venu nous prendre ce jour-là. Moi, je m'étais dit, de toute façon, ils me tuent, mais je retourne plus au Fort Montluc. Ils me tueront, mais je pars. Et puis, quand ils m'ont fait remonter au Fort Montluc, j'avais des sanglots dans la gorge, parce que j'ai dit, tiens, je suis baisé, c'est encore pas aujourd'hui que je veux recouvrir la liberté. Il m'est arrivé à de nombreuses reprises d'entendre 2 choses fondamentales, que jusqu'à l'attaque de l'Union soviétique, évidemment, les communistes n'avaient pas résisté, voire avaient collaboré. Enfin bon, ce genre de discours se tient toujours. Et que les jeunes, finalement, profitant de votre jeunesse et de votre fougue, vous avez été complètement phagocytés par le parti, vous avez été utilisés, vous avez été sacrifiés pour le Parti communiste. Parce que les jeunes étaient vraiment tellement bêtes qu'ils pouvaient se laisser sacrifier comme ça et utiliser sans réfléchir. Voilà, en gros c'est ça, hein, parce que le mépris qu'on entend, que je peux lire sur certaines vidéos YouTube en dessous des vidéos et où je peux lire des commentaires, sont absolument déplorables. Donc j'en profite pour le dire. Et donc voilà, ce qui revient, c'est qu'effectivement les jeunes, voilà, vous étiez tellement bêtes qu'on pouvait vous utiliser, vous sacrifier. Oui, moi j'ai sorti plusieurs articles dans lesquels j'expliquais sur le début de la guerre, sur une trentaine de jours, des opérations militaires tous les jours. Ensuite, ces jours-ci, j'ai vu, y compris par Péchanski, si je ne me trompe pas, que la résistance des communistes a commencé en 42. Vous l'avez sans doute vu aussi. Alors, l'explication malhonnête qui est donnée, ils ont commencé en 42, c'est vrai, dans la zone sud. Mais dans la zone sud où je vivais, il n'y avait pas d'Allemands. J'allais pas tuer mon voisin, non, pour remplacer les Allemands. Mais et malgré cela, mon frère, dès 1940, il est allé faire dérailler 8 wagons à la gare de Feuille-Plage qui partaient pour l'Allemagne, dans une gare de triage, que je cite, moi, pendant les deux premiers mois, je cite une quinzaine d'opérations militaires, on ne les connaissait pas toutes, une quinzaine d'opérations militaires qui ont été faites à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est qu'on dise que la résistance a commencé 2 ans après ou presque 2 ans après? C'est la vérité, mais on ne spécifie pas que c'est dans la zone sud. C'est dans la zone sud qu'elle a commencé. Ma question était claire. Est-ce que vous avez été utilisé et sacrifié? Ah ben, lorsque il y avait des copains plus faibles que d'autres, il y en avait qui, excusez-moi, mais fait des grandes gueules, personnes, même avec la trouille au ventre, tu voyais rien. Alors ça rassurait ceux qui étaient avec toi, de toute façon. Mais quand de temps en temps il y avait un copain qu'on sentait un peu faiblard, on lui disait, bon, mais tu sauras pas de l'opération. Il dit, pourquoi? Non, 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 mais moi je veux venir à l'opération. Je vais être avec vous, hein. Ce qui signifie que, peur ou pas peur, les camarades avaient la conscience, on était engagés. Moi, à ma connaissance, un seul a été renvoyé au maquis parce qu'il avait trop peur chez nous. Et nous avions peur que s'il était pris qu'il parle et qu'il fasse arrêter des camarades. Sinon, c'est le seul. Mais dès l'occupation à Saint-Raphaël, il y avait un copain, Elfio Gianardi il s'appelait. Il avait une peur panique. Et je vous raconte, quand on est allé mettre des bombes dans un restaurant
Quand on a mis la bombe, il y avait un copain parisien qui avait été condamné à mort à Paris et qui était venu se réfugier chez moi, Popol. Jean-François Roussy, il s'appelait. On l'appelait Popol. Alors, quand on a dit retraite, Elfio Gianardi, il a sauté sur son vélo, il est parti comme il faisait. Et Popol, avec son accent parisien, il a dit, vain Dieu, mais c'est pas un homme, c'est une fusée. Et Elfio Gianardi nous a raconté qu'en arrivant devant sa porte, il y avait du sable. Sur le sable, il est tombé. Il avait tellement peur qu'il est allé dans le jardin, dans le sable. Il a caché son revolver dans le sable, au cas où il vient le fouiller, il ne trouve pas le revolver à la maison. Mais, à la fois d'après, il est encore venu à l'opération. Et il n'y avait aucune obligation de venir. Mais c'était un point de conception et d'orgueil, j'ajouterais, que comment les copains ils vont, moi je reste là, non. Alors je crois que le bourrage de crâne, il se justifie pas dans ces cas-là. Alors, et vous, les jeunes communistes du pôle de renaissance communiste en France, vous vous sentez manipulé, vous vous sentez utilisé, vous vous sentez sacrifié, vous vous sentez phagocyté et que vous êtes tellement bête que vous ne savez pas prendre vos propres décisions et votre propre engagement? Ah non, pas du tout. C'est même très loin de là. Nous, justement, nous avons choisi, comme on dit, on n'est pas communiste, on le devient. Nous sommes devenus communistes parce que nous, on a envie de réfléchir par nous-mêmes et justement de pas croire à toutes les fausses informations, notamment qui viennent des capitalistes, voilà, de tout ce qui concerne l'extrême droite. Et nous, justement, nous avons choisi de nous engager pour la patrie, parce que nous sommes patriotiques, nous sommes progressistes et avant tout nous sommes franchement communistes. Nous ne sommes pas comme certains qui se prétendent communistes alors qu'ils ne le sont pas du tout et qui ne respectent pas du tout la mémoire des communistes, des combattants communistes comme Léon Landini. Et justement, c'est le fait que parce qu'on réfléchit par nous-mêmes et que nous sommes devenus avant tout communistes. Et justement, tu as parlé de patriotique. Quelle est la différence entre votre patriotisme et celui de l'extrême droite qui s'affiche ouvertement comme les plus grands patriotes de la France, rejetant tous les immigrés, xénophobes, on se croirait revenu dans les années 30, etc. C'est simple, c'est que le Rassemblement national ne sont pas patriotiques, ils sont anti-patriotiques, ils ne veulent pas, en fait, eux, ils font partie déjà, il faut préciser quand même, des anciens Waffen-SS. Oui. Donc, il y a aussi des collabos. Des gens qui n'ont pas hésité, justement, ces mêmes personnes qui ont soutenu Philippe Pétain lorsqu'il a serré la main à Adolf Hitler et qu'il a vendu la France. Donc, et nous défendons la France, nous faisons partie de cet héritage, et notamment des résistants communistes français, comme Léon Landini, mais comme tu avais donné le nom de Charles Tillon, Maurice Thorez, et de tous ces grands résistants et communistes qui, eux, justement, se battaient pour la patrie, et se battaient pour la France, parce qu'ils étaient communistes. Voilà, c'était ça. Et eux, justement, ce qu'ils veulent, c'est, en fait, ils sont déjà contre l'humanité, puisque justement, xénophobes, racistes, et ils sont contre des visions qu'avait promues notamment la Révolution française et ensuite le PCF qui a continué cet héritage du jacobinisme de Robespierre. Le patriotisme n'empêche pas l'internationalisme, bien au contraire. Bien au contraire, c'est... Comme disait Jean Jaurès. Voilà, exactement. Voilà. Juste une parenthèse. On appréciera beaucoup, pareil, je reviens toujours aux commentaires qu'on trouve parfois sur YouTube. Ah, Maurice Thorez, grand résistant, tu parles, il s'est barré en URSS. Alors effectivement, contrairement à d'autres grands résistants qui étaient à Londres. Ça a été un résistant, il a appelé à la résistance, il a soutenu ses camarades via des moyens et justement des moyens même économiques, militaires. Il continuera toujours à être un résistant de tous les Français, patriotiques, progressistes et franchement communistes, comme le dit le slogan du PRCF. Absolument. Et justement, cette loi de l'immigration, enfin contre l'immigration, plutôt que la loi de l'immigration, qu'en est-il pour les JRCF? Qu'en est-il, c'est que nous continuons toujours en fait à participer aux manifestations contre la loi scélérate de Darmanin, parce que ça vient de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et nous continuerons toujours à nous battre parce que, voilà, comme disait une lettre de Léon, nos ennemis, parce que c'est avant tout vers eux, nos ennemis ne sont pas les musulmans ni les immigrés, c'est bien les capitalistes, c'est bien les fascistes, c'est eux nos ennemis et c'est eux auxquels nous combattons. Et c'est pour ça que nous restons toujours actifs au sein des manifestations et des appels
justement à manifester contre la loi scélérate de Darmanin. Vous vous retrouvez dans les propos donc tenus par Léon sur la nécessité de combattre à la fois pour la France et pour l'internationalisme, et puis cette toujours jeunesse et fougue là. Bah oui, toujours on se battra voilà jusqu'à la fin. De un, pour aussi respecter la souveraineté de la France, parce qu'il faut parler que la France est en train de perdre sa souveraineté par justement l'Union européenne, le sceau fédéral européen, et justement cette élection que nous appelons le boycott le 9 juin. Nous faisons une campagne pour le boycott avec le PRCF. Nous défendrons toujours justement la patrie, nous défendrons toujours la France, parce que nous sommes avant tout des héritiers de Léon Landini, des résistants communistes, et aussi, comme disait notre banderole, l'avenir appartient aux révolutionnaires, en mettant en image de Robespierre et de Lénine. Et puis, de toute façon, voilà, comme je dis aux camarades Léon, à nos yeux, tu auras toujours 18 ans. Voilà, oui, c'est vrai, toujours la même fougue. Toujours 18 ans, tu fais partie des JRCF. Voilà. Nous allons conclure. Merci à tous. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison dans son cratère, c'est l'irruption de la fin. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous, et demain, l'international sera le genre humain. Voilà. Merci à tous.